La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi relatif à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945. Ce matin, l'Assemblée a commencé l'examen des articles, s'arrêtant à l'amendement numéro 12 à l'article 1er. Article 1er, amendement numéro 12, Madame Soudé. Merci Madame la Présidente. Par cet amendement, nous souhaitons que dans le cas où le bien culturel n'est pas restitué, l'étiquette accompagnant cette œuvre exposée au public mentionne la spoliation dont il a fait l'objet. Les ayants droit peuvent choisir de ne pas demander la restitution d'un bien culturel. Nous souhaitons dans cet amendement que dans ce cas, l'étiquette, parfois appelée cartel ou notice, qui permet au public d'obtenir des informations sur l'œuvre exposée, puisse rendre compte de son histoire. Cela permettra aux visiteurs de mieux comprendre l'importance des spoliations de biens culturels lors des persécutions antisémites perpétrées par l'Allemagne nazie et par l'État français entre 1933 et 1945. Merci Madame la députée. Madame la rapporteure, votre avis? Merci Madame la Présidente. Alors, je souscris totalement à l'idée d'informer le public sur le parcours de l'œuvre. D'ailleurs, c'est ce qui est déjà fait pour les MNR, pour les œuvres musées nationaux récupération. C'est ce qui a été fait aussi au musée à Brive-la-Gaillarde, musée Labanche, pour une tapisserie L'Odorat. Donc, nous sommes tout à fait d'accord, les musées sont tout à fait d'accord, les ayants droit aussi, mais ce n'est pas de l'ordre législatif, donc je donnerai un avis défavorable. Merci. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. J'allais abonder dans le sens de la rapporteure, même argument et même exemple de Brive-la-Gaillarde qui montre bien que c'est déjà le cas. L'ensemble des musées est vraiment d'accord pour le faire, c'est juste que ça ne relève pas du domaine législatif, mais soyez assurés que ce sera fait partout. Merci Madame la Ministre. Je mets aux voix cet amendement qui a eu un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 1. Oui, Madame la Présidente, je peux peut-être faire le 1 et le 2 qui sont assez proches, si ça ne vous dérange pas. Donc, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, le premier amendement vise à inscrire l'existence de la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, la CVS, au sein du Code du patrimoine. Il rajoute aussi un élément qui nous semble important, c'est la présence de parlementaires au sein de cette institution, tout simplement parce que nous estimons que compte tenu du sujet qui est délicat et qui est important, eh bien, la présence de la représentation nationale afin d'exercer aussi sa mission de contrôle y serait importante. L'amendement numéro 2 est un peu un amendement de repli qui reste sur l'inscription de cette CVIS au sein du Code du patrimoine, mais sans cette fois-ci la présence des parlementaires en son sein. Voilà le sens un peu de ces deux amendements. Merci Monsieur le député. Madame la rapporteure, sur ces deux amendements. Merci Madame la Présidente. Alors sur ces deux amendements, nous avons eu effectivement le débat en commission. Et comme l'a dit Madame la Ministre de la Culture en commission la semaine dernière, le Conseil d'État a bien spécifié au ministère de la Culture, lors de l'élaboration de ce projet de loi, qu'il ne revient pas à la loi de créer une commission administrative, cette compétence relevant du domaine réglementaire. Mais concernant l'inscription de la commission dans le Code du patrimoine, je souhaiterais là aussi répéter ce qui a été dit en commission des affaires culturelles. Il n'est pas nécessaire pour cela d'inscrire la commission dans la loi. En effet, le décret en Conseil d'État prévu par le projet de loi comprendra une section d'application qui fera figurer la commission administrative dans les articles réglementaires du Code du patrimoine. Concernant le deuxième point sur la présence des parlementaires dans la commission CIVS, enfin, qui sera dans la lignée de la commission de la CIVS, j'ai eu moi-même cette réflexion en me demandant s'il n'était pas utile et important que les parlementaires siègent dans cette commission. Et après avoir auditionné les membres de la CIVS et son président, je pense qu'il est plus important, s'il doit y avoir des personnes supplémentaires, c'est plutôt des experts pour pouvoir faire avancer les recherches que des parlementaires. Mais ça n'empêche pas que la CIVS peut être auditionnée au sein de l'Assemblée nationale
nationale et du Sénat, et que les parlementaires se saisissent du rapport aussi annuel de la CIVS pour pouvoir faire des remarques et faire remonter le cas échéant au ministère de la Culture et aussi au Premier ministre, car la CIVS dépend du Premier ministre, de la Première ministre. Merci. Donc avis défavorable pour les deux amendements. Merci, Madame la Ministre. Madame la Présidente, Monsieur le député, en effet, même avis défavorable. La CIVS n'a pas été créée par la loi, mais par décret en 1999. Et effectivement, le Conseil d'État nous a rappelé que ça ne relève pas du législatif, les créations de commissions, mais du réglementaire. En plus, vous le savez, la CIVS a un champ plus large que le champ dont nous parlons dans ce projet de loi, la restitution des biens culturels spoliés. Et ce n'est pas l'objet là, c'est-à-dire dans sa composition. Vous avez déjà deux collèges, un collège de 10 membres pour les spoliations matérielles hors biens culturels, un autre collège de 14 membres pour les biens culturels, qui a déjà donc 4 spécialistes de plus que dans le premier collège. C'est compliqué d'imaginer encore un troisième collège, par exemple, avec des parlementaires pour des dossiers qui porteraient uniquement sur les biens des collections publiques. Enfin, ça multiplierait un peu les collèges délibérants. Et je pense qu'aujourd'hui, cette CIVS, telle qu'elle est construite depuis 1999, et je salue aussi le rôle de son président et de l'ensemble de ses membres, a toute légitimité à instruire la complexité de ces dossiers, à aller chercher aussi des avis d'experts extérieurs, généalogistes, chercheurs spécialisés sur tel ou tel domaine si besoin. Et le Parlement sera évidemment informé très régulièrement, vous pourrez les auditionner. Nous avons prévu la remise d'un rapport et je crois qu'il y a encore des amendements sur ce point. En tout cas, il n'est pas question de réduire la transparence vis-à-vis des parlementaires, mais bien de penser une composition telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire des experts à l'œuvre sur chaque cas, pour aller au bout de chaque complexité de dossier. Donc, mais j'entends le sens de votre intervention, mais je pense que, à la fois parce que cette CIVS est créée par décret et ne relève pas de la loi, parce que son champ est plus large que notre PJL et parce qu'il y a déjà une composition qui me semble parfaite, ce sera un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Madame Yadan. Oui, merci Madame la Présidente. Juste quelques mots sur la composition de la CIVS. J'entends dans votre demande qui est de faire que des parlementaires soient membres de la CIVS que vous souhaitez que le Parlement soit informé. Eh bien, l'absence de parlementaires au sein de la CIVS n'empêchera pas le Parlement et les parlementaires et les sénateurs d'être informés de ce qu'il s'y passe et des décisions qui sont prises et des restitutions qui ont eu lieu. En revanche, la CIVS, c'est un collège d'experts, un collège d'historiens, un collège d'historiens de l'art, des professionnels qui se penchent sur chaque dossier pour vérifier la compatibilité, pour vérifier si des restitutions peuvent avoir lieu et des indemnisations peuvent aussi avoir lieu, tant en ce qui concerne les spoliations des biens matériels qu'en ce qui concerne les spoliations des biens culturels. Donc il ne me semble pas effectivement, et c'est la raison pour laquelle je pense que Madame le ministre et Madame la rapporteure ont raison de rejeter cet amendement. Il ne me semble pas que ce soit particulièrement utile et envisageable. Merci, Madame la députée. Je mets aux voix l'amendement numéro 1 qui a reçu un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 2, même avis, même vote. Je vous informe que sur le vote de l'amendement 6, je suis saisie par le groupe Rassemblement national d'une demande de scrutin public et que sur l'ensemble du projet de loi, je suis saisie par le groupe Renaissance d'une demande de scrutin public. Les scrutins sont annoncés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. L'amendement numéro 8 n'est pas défendu. Le 11 n'est pas défendu. L'amendement numéro 18, Monsieur Meyer Habib. Merci Madame la Présidente. En fait, cet amendement rédactionnel, dans la continuité de mon amendement tout à l'heure, vise à permettre à la commission administrative de préciser justement dans son avis la modalité de réparation du préjudice commis en fonction de sa nature et de son ampleur. Et si vous me permettez, je profite de cet amendement pour rappeler que le 4 juillet 1976, hélas, un avion d'Air France a été détourné sur l'aéroport d'Entebbe. Et à l'époque, c'était un groupe terroriste du FPLP. En 1976, ils nous ont séparés, pas les Israéliens et les non-Israéliens, les Juifs et les non-Juifs. Il a fallu un courage extraordinaire du commandant Bakos
pour dire je reste avec mes otages et je ne bouge pas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un commando des unités d'élite israéliennes, la Sayeret Matkal, est venu sous à l'époque le commandement du lieutenant-colonel Netanyahou qui a perdu la vie. 3 otages ont perdu la vie. Et ce qui s'est passé à l'époque dans ce jour-là, c'est que, pour que les gens comprennent un petit peu, beaucoup de gens disent oui, il y a eu l'État d'Israël en composition, en compensation de la Shoah. Non. Le sionisme existe depuis 2000 ans, le nouveau sionisme depuis les années 1860. Mais ma conviction absolue, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, c'est que s'il y avait eu l'État d'Israël, il n'y aurait jamais eu la Shoah. C'est ça ma conviction absolue aujourd'hui. Et c'est pour ça que je souffre, et je le dirai un petit peu dans le propos quand je reprendrai un peu la parole tout à l'heure, lorsque nous recevons chez nous à l'Assemblée nationale des gens qui appartiennent au FPLP, en héros, comme Salah Hamouri par exemple. Ce n'est pas digne, ce n'est pas normal. Parce que ces gens ont tué des Français, ont tué des Juifs, et ils n'ont pas séparé les Israéliens et les non-Israéliens, ils ont parlé les Juifs et les non-Juifs, comme le faisaient les nazis. Et si vous me permettez de continuer, j'ai ce souvenir, parce que le monde était silencieux. Le monde était silencieux, je le dirai peut-être. Alors je m'arrête là et je continuerai un petit peu tout à l'heure dans le propos liminaire. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure, votre avis. Monsieur le député, je vais répondre à votre amendement en disant que, comme tout à l'heure, il est satisfait. La CIVS peut, dans son avis, demander une indemnisation ou une restitution. Mais après, tout ce qui concerne les compensations avec les ayants droit, si les familles souhaitent que l'œuvre ou le bien culturel reste dans l'établissement public dans lequel il est, c'est aux ayants droit et au musée ou établissement culturel public de décider autrement. Donc votre avis est satisfait par le fait que la CIVS peut demander une indemnisation quand l'œuvre n'est pas retrouvée. Merci. Donc défavorable, Madame la rapporteure. Madame la ministre. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, pour être très précise, donc la CIVS, c'est une commission indépendante, on est d'accord, qui est chargée d'examiner les faits et de dire s'il y a eu spoliation. C'est ça son rôle. Sur les faits de spoliation que la commission sera amenée à donner un avis. Donc si c'est un avis qui porte sur des faits, quant aux modalités de la réparation, ce n'est pas à la commission en fait, de se prononcer pour ce qui concerne les cas de spoliation de biens présents dans les collections publiques. S'il y a spoliation, la restitution va s'imposer. C'est ça ce projet de loi, quelle que soit la nature du bien. La commission recommandera systématiquement la restitution si elle considère qu'il y a eu spoliation. En revanche, on a bien pris en compte qu'il puisse y avoir d'autres modalités de réparation. C'est évoqué dans le projet de loi. Ça sera défini ensuite. Et on veut laisser cette formule large pour intégrer toutes sortes de modalités. Et c'est pour ça que je préfère toujours le terme de transaction financière à indemnisation, parce que indemnisation renvoie, c'est trop étroit finalement, et renvoie à d'autres indemnisations que la CIVS peut faire hors biens culturels, quand par exemple on ne retrouve pas les œuvres ou sur d'autres champs que les biens culturels spoliés. C'est ça que nous avons expliqué tout à l'heure. En fait, c'est que ce que vous demandez dans cet amendement est déjà prévu dans l'intitulé autres modalités de réparation. Voilà. Et après, j'essaye de rester dans les termes du débat et de chaque amendement, parce que vous êtes partis dans une réflexion beaucoup plus large que cela. Merci, Madame la ministre. Madame Yadan, vous avez demandé la parole. Je vous remercie, Madame le Président. Je vais essayer de rassurer mon collègue Meyer Habib, en fait, sur son amendement et sur le fait qu'il est vraiment satisfait. Chers collègues, vous demandez dans cet amendement donc de substituer au mot « et ces circonstances » les mots « ces circonstances » et la modalité de réparation du dit préjudice. Et vous indiquez dans l'exposé des motifs que cet amendement vise à permettre à la commission administrative saisie pour avis de préciser la modalité de réparation du préjudice constaté, qu'il s'agisse uniquement d'une restitution ou d'une indemnisation selon la nature et l'ampleur du préjudice constaté. Ça, c'est votre amendement. Eh bien, en commission, j'ai déposé un amendement, en fait, qui veut dire exactement la même chose. Cet amendement a été adopté par la commission qui s'est penchée sur le projet de loi. Et mon amendement, donc, c'était compléter l'alinéa 11 par les mots « et les modalités de réparation de la spoliation autre que la restitution du bien mentionné à l'article en question ». Et conformément à la recommandation énoncée
dans l'avis rendu par le Conseil d'État, il apparaît souhaitable, et là je vous rejoins, et c'est la raison pour laquelle j'ai déposé cet amendement, que les modalités de réparation autres que la restitution du bien, donc là je vous rejoins complètement dans les rédactions de votre exposé des motifs, donc que ce soit la reconnaissance mémorielle, des compensations financières ou autres, soient précisées dans le décret en Conseil d'État fixant les modalités d'application du projet de loi. Tel était l'objet de mon amendement, tel est l'objet, sauf erreur ou omission de ma part, de votre amendement. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur Meyer-Habib. Vous savez, Madame la Présidente, Madame la députée, Madame la Ministre, moi, je n'en fais pas une question personnelle. Le tout est de savoir, j'ai écouté ce que vous dites avec attention, mais dans ce cas-là, rien n'empêche la majorité de voter cet amendement. C'est tellement simple, ça évite les discussions, puisqu'il a été, voilà, ni plus, mais voilà, mais il est précisé de façon différente. En quoi, si ce n'est peut-être qu'il est écrit simplement que c'est l'amendement d'un républicain de Meyer-Habib de le voter. On est d'accord là-dessus. Alors si on est d'accord, moi, votez-le et puis on clorera cette discussion. Voilà. Et donc je ne retire pas la note. Merci, monsieur le député. Je vous informe que sur le vote de l'amendement 14, je suis saisie par le groupe La France Insoumise d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je mets aux voix l'amendement numéro 18 qui a reçu un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 14. Madame la Présidente, chers collègues, Madame la Ministre, cette proposition de loi, il nous semble, fait l'unanimité à la fois sur l'esprit et sur la forme. C'est une loi que nous devons à l'histoire, que nous devons à la France, que nous devons aux victimes, que nous devons aussi à nos enfants, car nous avons ici aussi un devoir de mémoire à transmettre. Et comme toute loi nécessaire pour la République, elle doit être financée. Et il nous semble que la France fait un peu office de petit pousset à l'échelle européenne sur le financement de l'accompagnement sur la restitution des biens culturels spoliés. Et c'est pour cela que nous proposons d'augmenter la participation de l'État à cette noble cause, car une loi, pour être légitime, doit avoir les moyens de se mettre en œuvre. Une loi, pour être efficace, doit avoir les moyens de pouvoir soutenir celles et ceux qui font appel à ce crime que nous avons tous connu dans les livres d'histoire et certains dans leur chair. Et c'est pour cela que nous proposons que cet amendement soit porté par l'ensemble de l'Assemblée nationale, afin que cette loi soit évidemment validée de façon unanime par l'Assemblée, mais soit aussi financée pour qu'elle puisse se mettre en œuvre. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure, votre avis? Oui, monsieur le député, nous sommes tout à fait d'accord que la commission et les moyens mis en œuvre pour faciliter les restitutions soient effectifs. Pardon ? Soit effectif, mais il me semble qu'il nous reviendra en tant que parlementaire aussi d'avoir ce suivi, comme je disais tout à l'heure, pour auditionner la CIVS au moment du budget, mais aussi au moment de la commission, comme nous le souhaitons avec la commission culture. C'est aussi une demande qui peut être faite. Aujourd'hui, je pense qu'il est difficile d'évaluer les besoins futurs de la CIVS à partir du moment où la loi entrera en vigueur. Je ne suis pas convaincue que cet ajout qui alourdira le texte serait de nature à rassurer ses moyens. Il est relativement consensuel, qui permettent à la CIVS... Enfin, il y a suffisamment les moyens aujourd'hui pour que la CIVS puisse exercer. Et à chaque fois que la CIVS ou les moyens pour la recherche ont eu besoin de financement, l'État a été là, notamment en créant la mission de recherche et de restitution des biens spoliés en 2019 pour justement compléter le travail de la CIVS spécifiquement sur les biens culturels. Il y a eu aussi à la CIVS des moyens supplémentaires pour qu'il y ait des experts qui puissent venir dans les rangs de la CIVS pour apporter leur expertise. Donc je pense qu'il est important d'attendre le rapport qui sera biannuel pour voir où en sont les moyens, s'il y a besoin d'alerter évidemment le gouvernement. Donc pour l'heure, c'est un avis défavorable. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, je suis évidemment d'accord avec vous sur le fond. Je pense juste qu'il y a une petite confusion entre le rôle de la CIVS et le rôle direct du ministère de la Culture et de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 que nous avons mise en place en 2019.
Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez donc la CIVS qui a été créée en 99, qui a traité déjà 30 000 dossiers de spoliation antisémite. Les biens culturels ne sont qu'une minorité des requêtes qu'elle a eu à connaître. Je veux encore une fois saluer son président Michel Janoutot et l'ensemble de ses équipes. C'est une équipe d'une quinzaine d'agents administratifs. Je vous ai cité tout à l'heure les compositions des collèges délibérants. Cette commission, elle dispose déjà pleinement des moyens nécessaires à son fonctionnement et l'État continuera à donner à la commission les moyens de sa mission. Pour ce qui est du ministère de la Culture, c'est bien cette mission de recherche et de restitution dirigée par David Zivie, qui est derrière moi et que je salue encore, qui mène ce travail de recherche, de mémoire, d'enquête pour aboutir aux restitutions. Et j'ai expliqué tout à l'heure que c'est aussi ce rôle un peu proactif du ministère de la Culture qui a permis d'identifier certaines œuvres et de prolonger les enquêtes. Donc c'est sur ce sujet-là, nous pourrons y revenir au cours du débat budgétaire au PLF. Là, le projet de loi ne relève pas d'un projet de loi budgétaire, mais je voulais vous redistinguer CIVS qui a un rôle plus large et la mission du ministère de la Culture spécifique aux biens spoliés. Pour moi, ce serait une demande de retrait. Merci. Merci Madame la Ministre. Monsieur Arenas. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Vous aurez remarqué que sur cet amendement, il n'y a pas de montant qui est adossé puisque c'est un principe de précaution que nous prenons. Vous avez accordé vous-même d'ailleurs le fait que, si besoin était, nous pourrons recourir aux deniers publics pour pouvoir abonder des missions éventuelles ou alors des besoins qui étaient stipulés. Donc il nous semble que d'acter le principe donne d'abord un renfort supplémentaire à la démarche qui est faite par le ministère, mais aussi une démarche aussi de précaution qui permet de tranquilliser aussi les personnes qui, le cas échéant, pourraient avoir besoin de faire recours à ces budgets-là. Donc il n'y a pas de montant qui a été alloué, un principe qui a été évoqué, et il nous semble que sur ce principe-là, nous devrions faire l'unanimité. Ce que je regrette en revanche, c'est que nous avons ici une discussion qui a eu lieu dans d'autres partenaires européens, d'autres pays européens sur ce même sujet il y a plusieurs années, et ils n'ont pas eu cette pudeur qu'il semble émerger sur cet amendement-là, puisque la France met beaucoup moins financièrement dans ce type d'amendement, dans ce type de loi que les autres pays européens, et il serait dommage de rester à la traîne sur ce sujet d'utilité publique. Merci. Merci Monsieur le député. Allez-y, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame le rapporteur, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues. Je pense que cet amendement est un amendement de bon sens et qu'il faut le défendre et le voter. Il y a des preuves d'amour, mais il y a des déclarations d'amour, mais là nous aurions une preuve d'amour. Je pense que le gouvernement et la Commission et la rapporteure s'honoreraient à plutôt en appeler à la sagesse de l'Assemblée qu'à refuser cet amendement. Nous le voterons. Merci. Merci Monsieur le député. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je mets aux voix l'amendement 14 qui a reçu un double avis défavorable. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 65, exprimé 64, majorité 33 pour 27, contre 37. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Je mets aux voix l'article 1er. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Article 2. Amendement à l'article. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune. L'amendement numéro 10 ne me semble pas défendu. Sauf erreur, non, vous n'êtes pas signataire. Je suis désolée. Amendement numéro 19, Monsieur Tanguy. Merci Madame la Présidente. Avec votre accord, je défendrai aussi le sous-amendement en même temps, puisqu'ils vont de pair. Le sous-amendement suivant. Je le défendrai en même temps, si vous êtes d'accord. Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, écoutez, ce sous-amendement vient supprimer la notion d'illégalité du régime collaborationniste mis en place de 1940 à 1944, car j'ai écouté et j'ai entendu les remarques qui ont pu être faites de bonne foi ce matin. D'ailleurs, je remercie Madame la Ministre et Madame la Rapporteure qui ont répondu sur le fond et qui n'ont pas fait des commentaires qui n'avaient rien à voir avec ce que je disais de bonne foi. L'esprit de cet amendement ne vise nullement, comme je l'ai entendu à dire, à minimiser la responsabilité du gouvernement mis en place, des administrations, des autorités françaises et français telles qu'elles se trouvaient sur le territoire occupé et la zone dite libre. Elle vise juste à ne pas oublier de qualifier
qualifier ce que fut ce régime, à savoir un régime illégitime, mis en place sans l'aval du peuple français et dans des conditions épouvantables. Et aussi dire que ce régime, dès son instauration, portait en lui-même les germes des lois racistes et antisémites qu'ils allaient hélas mettre en place après dans toute leur abomination. Si cette Assemblée n'est pas capable de qualifier de manière complémentaire ce régime d'illégitime, elle oublie pourquoi des Françaises et des Français, des étrangers qui étaient en France dès le 18 juin 1940, sont entrés en résistance à l'étranger, sont entrés en résistance sur le sol, ont eu un geste petit, modeste ou grand pour sauver ou protéger des Juifs en France, et pourquoi ces personnes, dès le début, ont estimé que le régime mis en place était épouvantable et illégitime. Ce n'est pas du tout amoindrir la reconnaissance de la responsabilité de l'État français et des Françaises et des Français à l'époque sous ce régime, c'est juste rappeler que oui, ce régime n'était pas légitime et que des gens, aussi minoritaires fut-ils, se sont levés ou ont dit non à ce régime de 1840 jusqu'à la libération. Merci, monsieur le député. Le sous-amendement numéro 22. D'accord. Alors, écoutez, monsieur Tanguy, c'est pas que vous le défendiez pas bien, mais vous n'êtes pas signataire du sous-amendement. Donc, madame Parmentier l'est défendu. D'accord. Madame la rapporteure, vos avis. Merci Madame la Présidente. Je crois que nous sommes exprimés ce matin par rapport à l'écriture qui a été trouvée en commission et qui a été votée à une large majorité. Donc ça sera un avis défavorable pour les mêmes raisons et en plus pour rester en cohérence avec l'article 1 qui vient d'être adopté. Donc avis défavorable. Sur les deux. Merci Madame la Ministre. Même avis que la rapporteure, même si le fait d'avoir enlevé illégal rendait la réflexion plus complexe, mais on est parti d'une rédaction, nous au départ, vue avec le Conseil d'État, qui disait l'autorité de fait se disant gouvernement de l'État français. C'est ce qui a créé énormément d'émoi, de débats au Sénat, ce qui a conduit notre rapporteure Fabienne Colbock à retravailler avec des historiens et l'ensemble des députés qui ont voulu contribuer à ces travaux. Et voilà, pour ma part, je trouve juste le point d'équilibre final qui avait été trouvé et je pense qu'on peut en rester là. Merci, monsieur Le Vigoureux. Merci, Madame la Présidente. J'ai envie de dire que nous sommes nombreux ici à nous sentir un peu chiraciens en ce jour. En tout cas, à vouloir prolonger l'héritage du discours fondateur du Veldiv qu'il a prononcé il y a 28 ans. Et de nous inscrire aussi dans la droite ligne de la loi du 10 juillet 2000 qui instaure une journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France. De nous inscrire aussi dans la jurisprudence du Conseil d'État depuis 2 décennies sur ces questions. L'amendement du Front National, du Rassemblement National, s'il devait être adopté, tendrait évidemment à minorer la responsabilité de l'État français, de notre administration française dans la spoliation et les crimes commis envers les Juifs. Et il tendrait aussi à effacer le sinistre vote des parlementaires français réunis à Vichy le 10 juillet 40 et qui ont massivement accordé les pleins pouvoirs à Pétain. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. C'est la raison pour laquelle, comme pour l'article 1, le juste équilibre évoqué par la ministre est trouvé. Nous nous opposons avec la plus grande netteté à l'amendement numéro 19, certes modifié, vous avez réfléchi depuis ce matin, par l'un des représentants du Rassemblement national. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur Peu. Merci Madame la Présidente. Ce que je voulais dire vient d'être dit à peu près mot pour mot très bien par mon collègue. On est peut-être tous chiraciens, en tout cas on se réfère à un discours fondateur du président Chirac qui a quand même marqué une rupture avec ce qui était, entre guillemets, l'histoire ou les discours officiels sur cette période. Oui, la République était à Londres et dans la résistance, mais le gouvernement français et l'État français, parce que le rendre illégitime, ce gouvernement de Vichy, c'est exempter l'État français de sa responsabilité. Je parlais de Manouchian, je parlais de Manouchian tout à l'heure en faisant référence à ce qu'a
à la déclaration du président de la République pour le faire rentrer au Panthéon, mais Manouchian, ce n'est pas les Allemands qui l'ont arrêté, c'est les policiers français, sur ordre du gouvernement français et de la police française. Et donc, ce serait dramatique qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous fassions un pas en arrière avec l'avancée qu'a constitué le discours du président Chirac. C'était maintenant en 1996, donc je suis absolument opposé à cette évolution du texte. Merci, monsieur le député. Et alors, ces deux prises de parole, normalement, mais c'est un pour, un contre. Donc, par souci de... Ça y est, j'ai plus de vocabulaire. Monsieur Tanguy. Non, parce que j'ai pris 2 pour sans savoir. Donc, monsieur Tanguy, je vous laisse la parole. En plus. Merci, Madame la Présidente. Non, mais je veux juste répondre. Je ne comprends pas la réponse qui a été donnée par le Parti communiste français. Je rappelle que lors de ce vote qui a existé, évidemment, je ne l'ai jamais remis en cause, les députés communistes avaient perdu leur mandat, enfin avaient été destitués de manière illégale. Donc je ne comprends pas comment vous pouvez dire ça, puisque rien que le fait qu'une partie considérable des députés élus par les Français lors du Front populaire ait été soit mis en prison, soit destitués, soit en incapacité d'être là, soit menacés physiquement dans leur sécurité, rend ce vote, ne diminue pas l'ignominie de ce vote, mais évidemment on altère la légitimité. Donc moi j'entends et je respecte. Moi je ne suis pas dans la polémique, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. J'entends la réponse de la ministre qui a répondu sur le fond, je l'entends, et nous voterons de toute façon cet article tel qu'il est écrit. Donc moi je rappelle que ça plaise ou non à certaines personnes, je suis issu d'une famille comme beaucoup de personnes de résistants. On m'a transmis dans ma famille un message qui était celui que le 19 juin 1940, mon arrière-grand-père a pris son bateau et est parti car il estimait que ce régime était illégitime. Ça ne m'accorde aucun droit, aucun droit particulier. Je dis juste que des personnes modestes de toutes conditions, partout en France, dans ce qui était à l'époque les colonies, ont dit non à ce régime. D'où qu'ils soient dans de tous les partis de la République, ont dit non à ce régime parce qu'il était illégitime. C'est la seule chose que j'essaie de faire porter à cet amendement. Il n'y a aucun autre message, il n'y a aucune minimisation, il n'y a aucune remise en cause du travail des historiens, que ce soit Paxson ou les autres. Il y a juste un rappel que la résistance est née parce que ce régime était inhumain, ignoble, illégitime. Merci, monsieur le député. Je mets aux voix le sous-amendement numéro 22 avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Je mets aux voix l'amendement numéro 19, double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 6, Madame Parmentier. Merci Madame la Présidente. Cet amendement propose de préciser qu'à l'article 2, alinéa 2 de ce projet de loi, l'Allemagne nazie a non seulement occupé, contrôlé et influencé des territoires, mais qu'elle en a également annexé. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement 5 que j'ai défendu à l'article 1er de ce texte. Merci Madame la députée. Madame la rapporteure. Défavorable, même avis que pour l'article 1. Merci. Madame la ministre. Défavorable également, même avis que pour l'article 1. Merci. Monsieur Tanguy. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, Madame la rapporteure, une fois encore, on a entendu et apprécié vos commentaires et sur le fond, et on les entend, une fois plus, nous voterons cet article. Mais pour ceux qui nous écoutent, et en particulier nos compatriotes d'Alsace-Moselle, territoires qui ont été annexés par le Troisième Reich et le régime nazi. Ce matin, d'ailleurs, vous avez pris en compte les remarques qu'on avait faites en commission. Pour la mémoire de nos compatriotes qui ont subi une occupation et une annexion encore plus terrible, encore plus dure, si on peut comparer des événements aussi tragiques dans l'histoire, il nous paraissait important de rappeler qu'ils ont été annexés. Je rappelle que cette annexion n'est pas juste un terme administratif. Il y a eu, et vous le savez, Madame la Ministre, une politique de nazification terrible sur ce territoire qui a été
plus extrême, plus ignoble que dans le reste du territoire occupé et dans la zone dite libre, et que nos compatriotes ont vécu, et les Français juifs et les étrangers juifs sur ce territoire ont vécu des conditions encore plus épouvantables que les autres. Donc reconnaître que ce territoire n'a pas vécu la même histoire que les autres, une fois de plus, c'est pas une polémique, c'est juste reconnaître pour le coup, la réalité de l'histoire et de la mémoire terrible qu'ont connu ces 3 départements français. Mais je n'en fais pas un objet de polémique, nous n'en faisons pas un objet de polémique. On tient juste à rappeler dans cet hémicycle ce que fut le destin tragique de ces 3 territoires. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Là, nous sommes sur un débat sémantique, pas un débat de fond historique. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que oui, l'Alsace et la Moselle ont été annexées. C'est évidemment tout à fait vrai. Le texte dit « l'Allemagne nazie, les autorités des territoires qu'elle a occupés, contrôlés ou financés et l'État français entre le 10 juillet 40 et le 24 août 44 ». Dans les mots « Allemagne nazie », on intègre les territoires annexés. Il n'y avait pas d'autorité d'annexion. L'Alsace et la Moselle, en devenant annexés, ont été intégrés à l'Allemagne nazie. Donc historiquement, ces termes ont été travaillés avec des historiens, vérifiés avec le Conseil d'État. Je vous assure que les territoires annexés sont intégrés à l'Allemagne nazie, sont devenus l'Allemagne nazie. C'est ça l'histoire. Donc le débat là est purement sémantique, mais je vous assure que ces territoires sont inclus dans les termes Allemagne nazie dans ce texte. Demande de retrait. Merci Madame la Ministre. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je mets aux voix l'amendement 6 qui a reçu un double avis défavorable. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 67, exprimé 67, majorité 34, pour 14, contre 53. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Je vous informe que sur le vote de l'amendement 13 et l'amendement 15, je suis saisie par le groupe La France Insoumise d'une demande de scrutin public. Les scrutins sont annoncés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Amendement numéro 7, Monsieur Peu. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un amendement qui vise à rendre obligatoire la restitution des biens s'agissant des musées privés. La formule du texte dit peuvent être, oui, peuvent être, et nous proposons de substituer à peuvent être sont pour bien donner le caractère obligatoire. Alors, on imagine tous que quand une commission indique qu'un tel ou tel bien qui est dans un musée privé doit être restitué, le musée suive les recommandations de la commission. On peut supposer que ce sera la règle. Mais enfin, si la loi le dit clairement, ça nous semble mieux. Voilà. Merci, Monsieur le député. Madame la rapporteure. Merci, Madame la Présidente. Alors, oui, le député Peu, comme je vous l'ai dit en commission, je comprends vraiment le sens de votre amendement et bien sûr, on a tous envie que quand il doit y avoir restitution, que les restitutions se fassent. Mais là, on ne peut pas obliger un musée privé à restituer. Ça serait inconstitutionnel. Donc voilà, par contre, évidemment, la commission qui va remettre son avis, et d'ailleurs le Sénat a donné la possibilité à ce que... permet à ce que l'avis de CIVS soit public, et d'ailleurs le font déjà depuis quelque temps. Donc on imagine bien qu'avec l'avis donné au musée privé, plus l'avis public de la CIVS, qu'il y aura des restitutions obligatoirement. Mais je comprends vraiment, mais là, c'est pas possible, c'est pas du domaine, enfin, c'est privé, ça serait inconstitutionnel. Merci. Donc avis défavorable. Merci Madame la rapporteure. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, évidemment qu'on souhaite que ce mouvement initié grâce à cette loi accélérée pour les collections publiques puisse atteindre les collections privées et quand il y aura avis de la CIVS, je ne doute pas que ce mouvement fera qu'il y aura les restitutions aussi des œuvres détenues par des propriétaires privés. Mais en effet, c'est le juge judiciaire aujourd'hui qui est le gardien de la propriété privée, ça ne relève pas du champ législatif. Nous ne pouvons que nous concentrer sur les collections publiques, c'est le sens de cette loi. Mais je suis certaine que les responsables des musées privés seront très fortement incités à suivre l'avis de la commission. Juste vous dire aussi que l'appellation Musée de France n'a pas en réalité de valeur non plus
législatives pour entrer dans la même catégorie que les collections publiques. On peut être un musée privé et avoir le label Musée de France. Mais nous serons bien au rendez-vous, en tout cas, pour appuyer les demandes de restitution s'il fallait, mais on ne peut pas le faire par cette loi. Merci, Madame la Ministre. Il est retiré. Je mets aux voix l'article 2. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 3. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Article 4, amendement à l'article, l'amendement numéro 13, Madame Soudé. Merci Madame la Présidente. Vraiment en quelques mots, en fait c'est un amendement de bon sens parce que c'est pour revenir sur, sur un amendement qui a été fait en commission qu'on ne comprend pas. Voilà, on voudrait que un rapport soit fait non pas au bout de 2 ans au Parlement, mais tous les ans, pour que le Parlement puisse être régulièrement informé. Merci Madame la rapporteure, votre avis? Merci Madame la Présidente. Alors, avis défavorable, car on pense qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore comment cette loi va avoir des effets donc, sur l'évaluation, mais cela n'empêche pas. Donc, on pense que c'est bien de laisser le temps à cette commission de pouvoir agir, de voir un petit peu les retours qu'il y a et de pouvoir assurer et de donner notre avis sur l'évaluation. Et cela n'empêche pas pour autant d'avoir l'avis, le rapport annuel de la CIVS et notamment aussi lors du moment budgétaire à l'Assemblée nationale. Donc il nous semble opportun aujourd'hui de rester sur le biannuel. Donc avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Avis de sagesse, parce qu'en réalité, au Sénat, ils ont adopté une autre durée. À la Commission, une durée de 2 ans. Nous sommes à votre disposition pour toujours fournir les informations sur ce sujet si important. Oui, allez-y, chers collègues. Merci, Madame la Présidente. En un mot, puisque c'est mon... Ah, elle est partie. Ah, vous êtes là. Parce que vous avez parlé d'un amendement de bon sens. Je crois que le mien qui a été voté en commission était aussi un amendement de bon sens. Quand on regarde le nombre de restitutions qu'il y a eu depuis la Seconde Guerre mondiale, même si ce projet de loi et cette loi va permettre d'accélérer, je pense que le bon sens, c'est de considérer que tous les 2 ans, c'est tout à fait raisonnable. Si on peut permettre à notre administration de travailler mieux, mais moins, je pense que c'est de bon sens. Merci. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je mets aux voix l'amendement numéro 13 qui a eu un avis défavorable commission, sagesse gouvernement. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 60, exprimé 59, majorité 30, pour 10, contre 49. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune. L'amendement numéro 15, Madame Soudé. Merci Madame la Présidente. Par cet amendement, nous proposons que le rapport remis tous les 2 ans, du coup maintenant, au Parlement détaille les moyens humains et financiers dédiés à la recherche de provenance des œuvres dans les collections publiques, les collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif et les biens MNR et l'état de ces recherches au sein des collections. Il propose également d'indiquer les démarches réalisées pour rechercher les propriétaires des œuvres ou leurs ayants droit, ainsi que les diligences réalisées pour les aviser de la présence des œuvres dans les collections. La question des moyens est en effet cruciale. L'éditrice Claire Gimpel-Touchard, petite fille du marchand parisien René Gimpel, spolié et mort en 1945 en camp de concentration, se désole de la faiblesse des moyens mis en œuvre dans le monde du 28 mai 2021. Il faudrait mettre 50 chercheurs au travail pendant 5 ans pour passer au peigne fin les collections publiques, dit-elle. Natacha Pernac, maîtresse de conférences en histoire de l'art moderne, explique un entretien accordé au journal Libération le 3 avril 2023 qu'historiquement, le conservateur de musées compte parmi ses missions l'étude des collections, mais la question centrale est celle du temps nécessaire à cette recherche de provenance et de son financement. Certaines institutions comme le musée du Louvre, le musée de l'Armée ou le Quai Branly ont tout récemment créé chacune un poste dédié, mais il n'y a qu'une dizaine de chercheurs de provenance employés par les institutions françaises, bien plus en Allemagne ou en Suisse, où des chaires universitaires ont été créées pour développer ces enquêtes. Dans un contexte où les musées, comme les collectivités territoriales, doivent faire face à l'envolée des coûts de l'énergie notamment, le défi est immense. C'est pour cette raison que le rapport ne doit faire l'impasse sur les moyens humains et financiers consacrés aux recherches de provenance des œuvres, ainsi que l'état de ces recherches au sein des collections.
Merci Madame la députée. Amendement 20 faisant l'objet de sous-amendements. Monsieur Le Vigoureux. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre et Madame la Rapporteure, cet amendement vise à demander au gouvernement de rendre compte de l'action qu'il a engagée au cours des 2 ans, donc, pour soutenir et inciter la recherche de provenance, tant en matière de recherche ou de formation supérieure qu'en création de postes au sein des institutions culturelles, qu'il s'agisse des musées nationaux, mais également au sein des archives départementales, par exemple. Suivant la conférence de Washington de 1998 relative aux œuvres d'art volées par les nazis, la France s'est engagée à appliquer des principes dont celui qui précise du personnel et des moyens devraient être mis à disposition pour faciliter le recensement de toutes les œuvres d'art ayant été confisquées par les nazis et n'ayant pas été restituées ultérieurement. Nous pouvons partager ce constat, beaucoup reste à faire, et par cet amendement, il s'agit donc de respecter les principes de la conférence de Washington, de faire de la France un pays référence en matière de recherche universitaire en la matière, et enfin de s'inscrire dans une logique de reconnaissance des spoliations commises au cours de la période allant de 33 à 45. Je vous remercie. Merci Monsieur le député. Le sous-amendement 21, Madame la rapporteure. Rédactionnel. Donc je vais vous demander vos avis sur ces 2 amendements en discussion commune. Non, je peux le présenter si vous voulez. Pardon. Non, je pense que c'est rédactionnel, mais c'est... Madame la députée. Oui, alors, pour l'amendement numéro 15, je suis plutôt d'accord avec le premier alinéa de l'amendement qui va plus loin dans les informations qui pourra recueillir le rapport du gouvernement sur les moyens employés à la recherche de provenance. Mais je suis beaucoup plus réservée sur le second alinéa qui prévoit le détail des démarches réalisées pour retrouver les ayants droit et les contacter, car il me semble que ces informations relèvent d'une certaine confidentialité, que le gouvernement puisse décrire les méthodes employées, pourquoi pas, mais aller jusqu'à donner des précisions sur les démarches particulières me semble exagéré. Donc un avis défavorable pour le numéro 15 et un avis favorable pour le 20, car cet amendement semble reprendre quand même les propositions de l'alinéa 1 de l'amendement 15, mais exprime aussi que les recherches de provenance constituent la clé de réussite pour ce dispositif. Et donc, il y a un appui très fort sur les formations, sur les recherches de provenance, et qui est tout à fait dans la lignée des auditions que nous avons eues. Donc, avis favorable pour l'amendement 20 et avis défavorable pour le numéro 15. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre, vos avis. Merci Madame la Présidente. Avis de sagesse sur le premier amendement, mais effectivement il faut avoir en tête que les enquêtes pour retrouver les ayants droit et toutes les complexités de ces dossiers nécessitent plusieurs pistes en même temps. C'est véritablement comme des enquêtes policières en quelque sorte. Parfois un travail aussi avec des généalogistes. On vous donnera un maximum de précision dans le rapport, mais il y a certaines choses qu'on ne pourra pas toujours détailler avec des noms précis ou des villes, évidemment. En revanche, ce que je trouve intéressant dans l'amendement numéro 20 auquel le gouvernement est favorable, de Fabrice Le Vigoureux et de Caroline Yadan, c'est qu'il intègre l'enjeu de la formation, dont nous avons beaucoup parlé dans les débats en commission et sur lequel j'ai insisté dans mon propos liminaire, en précisant en matière de formation supérieure, de recherche universitaire et de moyens dédiés à cet effet au sein des établissements culturels, comme c'est véritablement un engagement que je prends. Je pense que c'est important que ça apparaisse clairement dans le rapport également. Merci Madame la Ministre. Madame Tallier-Polian. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, autant l'amendement précédent, c'est vrai que rendre le rapport annuel s'il n'y a pas beaucoup d'œuvres, c'est vrai que ça ne me semblait pas forcément une nécessité. Mais là, effectivement, ces amendements sont très importants pour faire en sorte que les rapports soient le plus détaillés possible. L'amendement numéro 15 porte aussi des moyens financiers dédiés et je pense que c'est important de le stipuler, étant donné la raréfaction de l'argent public globalement. Donc, ça me semble important. Merci. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais mettre aux voix l'amendement numéro 15 qui a reçu un avis défavorable de la commission, sagesse du gouvernement. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin.
Votants 66, exprimés 55, majorité 28, pour 15, contre 40. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Je mets aux voix le sous-amendement 21 qui a reçu un double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'amendement 20 ainsi sous-amendé. Double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 4. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous en venons aux explications de vote. Madame Ercilia Soudé. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, lors de l'examen en commission, Madame la députée Genevard plaisantait en disant « Aujourd'hui, tout le monde est chiracien ». Alors non, je ne suis pas chiracienne, mais je ne suis pas ingrate. Et il me semble difficile, dans de telles circonstances, de ne pas rendre hommage à son discours du 16 juillet 1995, où il reconnaissait la responsabilité de la France aux côtés de l'Allemagne nazie dans la déportation des Juifs. Il nous disait qu'il est dans la vie d'une nation des moments qui blessent la mémoire et l'idée que l'on se fait de son pays. Oui, la France, que l'on dit patrie des Lumières et des droits de l'homme, est capable du pire. Et durant cette période, elle a accompli l'irréparable. Dans cet hémicycle, certains ont encore du mal à accepter la réalité historique et tentent par des amendements pour le moins étranges de se livrer à une opération de révisionnisme historique dans l'objectif de déresponsabiliser l'État français de sa responsabilité dans la déportation et dans l'extermination des Juifs. Nous avons pour devoir de perpétrer la mémoire des spoliations antisémites dont ont été victimes les Juifs durant l'occupation, avec la collaboration zélée de l'État français, comme en atteste l'historien Robert Paxton dans son ouvrage « La France de Vichy ». Nous avons aussi pour devoir d'avancer enfin sur la restitution des œuvres spoliées. Pour les victimes, c'est un minimum qui semble bien dérisoire au regard des injustices subies. Malgré cette nécessité et l'urgence d'avancer sur ce sujet, le ministère de la Culture n'envisagerait pas d'augmenter la faible dotation de 200 000 € dont dispose la mission de restitution des biens spoliés. C'est ce que nous apprenait un article du Monde du 16 janvier 2023 et Madame la Ministre ne l'a pas nié. De ce point de vue, le projet de loi perd de son intérêt car il avait dans l'idée d'accélérer les restitutions. Autre lacune considérable, rien n'est prévu pour les collections privées. Si nous voterons pour ce texte, nous pensons qu'il n'est malheureusement pas à la hauteur de l'enjeu. Merci Madame la députée. Monsieur Meyer Habib. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Le génocide des Juifs en Europe, 6 millions de morts, secondés hélas parfois avec zèle par l'État français. C'est triste à dire, mais c'était le cas, pour reprendre les termes de Jacques Chirac dans son discours de commémoration de la radioculture, est une blessure ouverte, immense pour l'humanité tout entière. La spoliation de leurs biens a participé à l'effacement, c'était leur objectif, du peuple juif qui a toujours entretenu avec l'art, la création, la beauté, tout simplement, un lien tout à fait particulier, comme l'atteste l'ampleur des œuvres. Mais si vous me permettez, tout à l'heure, je parlais du silence. Je parlais du silence et je parlais de l'intervention de Tsahal à l'époque pour libérer un avion d'Air France, resté avec son commandant de bord, le héros, le commandant Bakos. Et je me rappelle de ce témoignage que j'ai vu d'un pilote américain qui racontait qu'en 1944, il avait demandé, Madame la Présidente, à 8 reprises, la possibilité de bombarder les rails qui amenaient à Auschwitz. C'était un pilote américain. À cette époque, tous les jours, 10 000 Juifs étaient brûlés. Et à 8 reprises, on lui a dit non. Il avait dans le viseur les rails qui allaient à Auschwitz, il suffisait à l'époque de les bombarder. 10 000 Juifs, communistes, résistants, tziganes, tous les jours mouraient à l'époque dans les camps de la mort. Ce silence, le monde s'est tu. C'est pour ça que chacun doit comprendre l'importance pour le peuple juif de la création de l'État d'Israël. L'État d'Israël est devenu, par la force des choses, le certificat d'assurance vie du peuple juif. Et lorsque je vois aujourd'hui cette obsession à diaboliser ce minuscule État qui fait 2 départements français, le seul et unique État juif, qui a accepté les frontières de 48, de 56, il n'y avait évidemment pas de territoire. En 67, on lui a imposé à l'époque une guerre et elle a gagné cette guerre. Quand je vois aujourd'hui que cet antisémitisme s'est transformé en haine d'Israël, en antisionisme
par une partie de gens, y compris qui sont dans cette milice. Je veux leur expliquer à quel point, aujourd'hui, hélas, il est important de comprendre que l'État d'Israël, aujourd'hui, est le certificat d'assurance vie du peuple juif. Madame la ministre, j'ai écouté l'autre jour, vous étiez très inquiète pour les valeurs républicaines lorsque on a nommé Geoffroy Lejeune au JDD. Mais je voulais simplement vous rappeler qu'une journaliste du service public a fait l'apologie du nazisme. 4 journalistes de France 24, pour ne pas les citer, ont eu des propos antisémites et négationnistes. Je ne vous ai pas écouté réagir là-dessus, je le regrette. Parce qu'ils ont dit notamment « Levez-vous, monsieur Hitler, levez-vous, il y a des personnes qui ont besoin d'être brûlées ». La bête immonde, hélas, Madame la Présidente, est toujours présente. Elle a changé de visage. C'est pour ça qu'encore une fois, je demande à chacun de comprendre. On peut avoir une empathie pour le peuple palestinien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais on ne peut pas avoir cette obsession pour ce qui s'appelle aujourd'hui de recevoir à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Salah Hamouri, qui est un terroriste, qui fait partie du FLP, est grave, Madame Soudé. Est grave que Salah Hamouri, et je le dis au président de la commission contre l'antisémitisme, parce que j'ai écouté son amendement, mais lorsque Salah Hamouri a une permission pour aller au Beaumet aujourd'hui et visiter aujourd'hui des terroristes, je sais, non, vous n'êtes pas, mais le garde des Sceaux fait partie de votre gouvernement, il y a un problème, on a un problème avec cela. Voilà, je voulais dire que c'est bien de voter cette loi. Nous voterons tous aujourd'hui cette loi, mais je demande à chacun, en son âme, essayant de comprendre aujourd'hui. Moi, j'essaie de ne pas déranger les gens lorsqu'ils parlent. Je dis aujourd'hui que le nouvel antisémitisme, c'est la haine d'Israël et c'est l'antisionisme. Vous devez le comprendre et chacun Seul doit Monsieur comprendre. Meir Habib a la parole. Chers collègues, il n'y a pas de rappel au règlement pendant les explications de vote. Il n'y a pas de rappel au règlement. S'il vous plaît. Non, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de rappel au règlement pendant les explications de vote. La parole est à Madame Sophie Mette. Merci, Madame la Présidente. Alors que la première loi de restitution en 2022 avait constitué un cap important pour garantir la réparation des spoliations des biens culturels commises par le régime nazi et lors de la période de l'occupation, aujourd'hui, cette loi cadre inscrit définitivement la volonté française de réparer les crimes de cette période dans la ligne droite du discours prononcé par Jacques Chirac le 16 juillet 1995. La mission confiée à la CIVS est essentielle sur les recherches de provenance. Aujourd'hui, le groupe démocrate est fier de voter ce texte. Nous remercions tous ceux qui ont travaillé pour qu'il aboutisse aujourd'hui. Comme je l'ai dit précédemment, rendre les biens acquis est à la fois un devoir et nous honore, et cela s'inscrit dans un important devoir mémoriel. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Madame Claudia Rouault. Merci Madame la Présidente. Comme je l'ai dit dans mon introduction, bien sûr, le groupe socialiste est heureux de voter cette loi, mais pour ne pas avoir pris la parole sur les 2 amendements qui ont précédé, parce qu'il y avait un pour, un contre, moi je pense que quand même, pour qu'on soit sûr que cette loi elle soit véritablement efficace, il faut que dans le rapport, on ait les moyens financiers et humains, sinon ça n'aura pas de sens. Donc je vous demande, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, d'être vigilante sur le sujet. Merci. Merci, Madame la députée. Monsieur Jérémy Patrier-Létus. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Moi, je veux me réjouir que nous ayons eu des débats dignes sur ce sujet qui, comme au Sénat, et je l'espère, nous réunit tous et va nous permettre de voter à l'unanimité, ce qui, je crois, honore notre pays, honore la France. Ce que nous faisons n'est pas ici anecdotique. Nous gravons pour toujours dans la pierre de notre histoire nationale une partie de l'histoire de la Shoah, celle de la spoliation dont furent victimes les Juifs. Rien ne remplacera l'horreur et le cortège d'horreur du nazisme, rien ne remplacera les vies et les millions de morts assassinés, mais ce texte et ces restitutions contribueront de réparer un peu et de rendre justice. Je voudrais pour terminer, avant que nous votions solennellement ce texte, avoir une pensée pour Jacques Chirac et lire quelques mots de son discours de 1995. Il est dans la vie d'une nation des moments qui blessent la mémoire et l'idée que le sont faits de son pays. Certes, il y a les erreurs commises, il y a les fautes, il y a une faute collective, mais il y a aussi la France, une certaine idée de la France, droite,
généreuse, fidèle à ses traditions, à son génie. C'est cette France-là qui nous honore aujourd'hui en votant ce texte. Merci Madame la Ministre, merci Madame la rapporteure de nous permettre de voter ce texte. Merci Monsieur le député. Madame Sophie Taillé-Polian. Merci Madame la Présidente. Je voudrais dire en 2 mots que lorsque nous votons ce texte, nous revenons sur un principe extrêmement important qui est l'inaliénabilité des œuvres d'art et qui est un principe, je crois, auquel il faut que nous redisions tout notre attachement. C'est extrêmement important, je le crois, parce que nous devons avoir conscience que cet acte que nous faisons n'est pas un acte léger. L'inaliénabilité des œuvres d'art est un élément fondamental d'une politique culturelle et de ce qui constitue la place du patrimoine dans notre pays et de l'art. Et si nous le faisons, bien sûr, nous le faisons en pleine conscience, sans avoir la main qui tremble, car cette loi cadre est indispensable pour réparer l'irréparable. Les spoliations, finalement, n'ont été que des épiphénomènes de la volonté de destruction totale du peuple juif en Europe par les nazis, aidés, facilités, anticipés même par l'État français. Nous sommes donc heureux de pouvoir dignement voter ce texte et nous l'espérons évidemment à l'unanimité de notre Assemblée nationale. Nous restons bien sûr mobilisés pour que les autres textes à venir puissent trouver leur chemin également. Restitution des restes humains, bien sûr, loi cadre sur les biens culturels spoliés par les guerres françaises et les colonisations, également, nous serons également mobilisés pour que ces textes puissent aboutir au plus vite. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur Stéphane Peu. Oui, merci Madame la Présidente. Ça va être bref également. Nous, les députés communistes vont bien sûr voter ce texte. D'abord parce que c'est un texte de justice. C'est un texte qui permet de rendre acquis de droit des biens qui ont été spoliés pendant cette période sombre de notre histoire. Et puis, c'est un texte, ça a été dit, c'est une loi cadre. C'est-à-dire que moi, je considère qu'il y avait quand même une certaine humiliation à ce que jusqu'à présent, il faille des lois spécifiques pour restituer des biens, comme ça a été le cas encore en 2020. Ça veut dire toute la lourdeur de la procédure. Aujourd'hui, la France aura une loi cadre qui permettra de rendre, disons, plus systématique le rendu de ces œuvres qui ont été spoliées. En ce sens, c'est une loi de justice, c'est une avancée extrêmement importante pour notre pays. Enfin, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que c'est la première loi. 2 autres vont suivre sur les restitutions, une sur les restes humains et l'autre sur les biens pillés et spoliés pendant la colonisation. Et j'espère que le gouvernement utilisera la même méthode et que la concorde nationale sera pour ces 2 autres lois au rendez-vous, comme la concorde nationale, je l'espère, va l'être pour celle-ci, par un vote unanime de notre Assemblée nationale. Merci. Merci, Monsieur le député. Monsieur Stéphane Lenormand. Merci Madame la Présidente. Pour naturellement le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires, nous soutiendrons ce texte parce que c'est une loi cadre. C'est important pour le devoir de mémoire, bien sûr. C'est important et il ne faut pas en avoir peur de reconnaître la responsabilité de la France dans la déportation et l'exécution des Juifs de France. Et c'est tout aussi important aujourd'hui de mettre en place un dispositif qui favorisera la restitution, la réparation, l'indemnisation de tous ces biens qui ont été spoliés dans cette période sombre de l'histoire. Je crois aussi que cela va honorer la représentation nationale de voter de manière unanime ce texte. Mais je voudrais vous dire, Madame la Ministre, que, et notamment les groupes d'opposition, seront particulièrement vigilants à ce que les moyens financiers nécessaires à obtenir et à atteindre les objectifs de ce texte, eh bien, ils suivent. Sinon, nous aurions encore raté un rendez-vous avec l'histoire. Merci. Merci, Monsieur le député. Madame Caroline Yadan.
vous remercie Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Ce texte de loi relatif à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet d'une spoliation dans le contexte des persécutions antisémites entre 1933 et 1945 est d'abord un texte pour l'histoire. L'histoire au moment de la disparition progressive des derniers survivants de la Shoah. Ce texte de loi est aussi un texte pour la mémoire de ma famille. La mémoire des humiliations, des arrestations, des spoliations, des persécutions, des déportations et de l'extermination des Juifs en France à travers le monde et à travers le monde. Ce texte de loi est aussi un texte de vigilance. Vigilance face à la bête immonde qui renaît de ses cendres et dont les habits neufs prennent la forme du complotisme, de l'islamisme et de la haine d'Israël. L'antisémitisme, quelles que soient ses expressions, fragilise toujours les fondements de notre démocratie et nous concerne tous. C'est enfin un texte de justice. Justice rendue à ceux qui ont été les victimes de spoliation et en ont subi les conséquences dévastatrices. Au-delà de la dépossession, la spoliation constitue une atteinte grave à la dignité des individus. Elle est la négation de leur mémoire, de leurs souvenirs, de leurs émotions. Si rien ne peut ramener les victimes d'hier, nous pouvons néanmoins rendre plus facile la restitution des biens culturels à leurs familles ou à leurs ayants droit. Nous le devons pour leur rendre un fragment d'histoire familiale afin que ce qui est juste ne soit plus un combat législatif sans fin, mais un droit. Depuis 1995, date à laquelle Jacques Chirac a reconnu officiellement la responsabilité de la France dans les exactions et les déportations dont les Juifs de France furent l'objet, nos gouvernements successifs cherchent à faire la lumière sur les spoliations et à indemniser tous ceux qui en ont été les victimes. Pour autant, lorsque les recherches aboutissent, lorsqu'une œuvre spoliée est repérée comme telle dans les collections publiques, lorsqu'on en a identifié les propriétaires, lorsque toutes les parties s'accordent sur le principe de la restitution, il reste impossible de la rendre sans passer au cas par cas par une loi spécifique. Cette loi cadre, et vous l'avez compris mes chers collègues, permettra ainsi de faciliter la restitution des biens culturels spoliés en instaurant une procédure administrative dérogeant au principe d'inaliénabilité des collections publiques. Ainsi, nous continuerons de tracer ce chemin de justice ouvert par tous ceux qui se sont battus pour rendre les restitutions possibles, à l'instar de Rose Valland qui, pendant la guerre, a caché et a listé des centaines de milliers d'œuvres d'art réquisitionnées par le régime nazi et contribué des années plus tard à leur restitution. Par ce texte de loi, nous rendons hommage à leur engagement et nous nous en montrons dignes. Telle est désormais la portée de cette nouvelle mission qui nous engage et qui nous oblige. Je veux saluer ici le travail et l'investissement exceptionnel de Madame la Ministre et de Madame la Rapporteure, ma collègue Fabienne Colbock, en ce sens, mais également le soutien précieux de mon collègue Fabrice Levégoreux, co-responsable de ce texte. C'est pourquoi, vous l'avez compris, notre groupe votera avec conviction pour ce texte. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Caroline Parmentier. Ce
ce projet marque une nouvelle étape dans la politique de réparation des spoliations antisémites et dans la réconciliation de notre mémoire nationale. Retrouver ces biens culturels et les restituer aux ayants droit des victimes n'est que justice, nous l'avons dit tout au long de ces débats, mais c'est aussi donner le droit aux descendants des familles de renouer avec leur histoire personnelle et leur mémoire. La restitution des biens culturels dont les Juifs furent spoliés par l'Allemagne nazie est une œuvre de justice et d'humanité, dont la signification morale et politique dépasse les valeurs matérielles au nom du Rassemblement national. Je tiens à saluer ce texte que nous voterons. Merci Madame la députée. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble du projet de loi. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 77, exprimé 77, majorité 39, pour 77, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté. Prochaine séance, lundi 3 juillet à 16h. Projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027. Projet de loi organique relative à l'ouverture de la modernisation de la responsabilité du corps judiciaire. La séance est levée.